messieurs, bonjour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de livres. Nous sommes donc contents de vous retrouver après les fêtes. Nous avons donc un nouvel invité aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Arnaud Bertina. Monsieur Arnaud Bertina, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre livre « L'âge de la première passe ». Voilà. Bon, avant de parler du livre, monsieur Bertina, je vais vous demander de dire aux personnes qui nous regardent qui est monsieur Arnaud Bertina. Alors, c'est pas toujours très simple. Et certains jours, j'ai l'impression de ne pas le savoir moi-même. Mais non, il y a quand même des petits éléments. Oui, il y a quand même des éléments factuels. Je suis né en 1975. Je vis en banlieue parisienne, enfin très très près de Paris. Mon premier livre a été publié en 2001, donc ça fait 20 ans cette année. Et si je dois me définir, je dirais plus facilement romancier que écrivain, parce que c'est peut-être la fiction qui m'intéresse plus encore que d'autres types d'écriture, le roman par exemple. Mais il se trouve que le livre pour lequel vous m'invitez aujourd'hui n'est pas du tout une fiction, c'est un travail, disons, plutôt documentaire. Aux États-Unis, vous appelez ça non-fiction, et en France, de plus en plus de livres s'écrivent un petit peu à cet endroit-là de l'écriture, c'est-à-dire du côté peut-être documentaire, voilà, de la prose. Et pour moi, ça a correspondu à un moment très très important de mon parcours. Jusque-là, dans la fiction, je m'efforçais de faire entendre des voix mineures, des voix murmurantes, les voix de personnages ayant du mal à s'exprimer, étant facilement blessés par la vie et rendus peut-être donc timides, hésitants. Et en fait, cette invitation à venir travailler au Congo avec ces jeunes mineurs est intervenue de manière un petit peu magique, est intervenue au bon moment dans mon travail. C'est-à-dire que j'étais peut-être à ce moment-là enfin prêt à travailler directement avec des personnes. J'étais peut-être assez mature pour les faire parler, ces jeunes femmes-là, pour instaurer une relation de confiance et essayer de faire entendre leur témoignage. Après ce livre sur le Congo, un autre livre a été publié cette année qui est aussi un récit documentaire, mais cette fois-ci sur des ouvriers français, et où pareil, le but est d'essayer de faire entendre ces voix qui sont en général des voix reléguées. D'accord. D'accord, bien super. Alors, dans le cas de l'âge de la première passe, il s'agit donc effectivement de ces jeunes filles mineures qui, pour toute raison ou d'une autre, en général, suite à des abandons, c'est aussi des orphelines. On voit aussi des orphelines qui se retrouvent dans la rue et puis voilà. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la mission de cette ONG que vous appelez l'ASI? C'est l'ASI, l'ASI? Asie, oui. Asie. Effectivement, alors c'est une toute petite ONG qui a peu de moyens, qui intervient uniquement au Congo pour le moment, même si elle a l'intention d'essayer de se développer sur d'autres pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, elle intervient uniquement au Congo. Et c'est une ONG qui est très modeste, qui a très peu de moyens, qui a simplement une équipe de 10 personnes à Pointe-Noire, au bord de l'océan, et 15 personnes à Brazzaville, la capitale, à plusieurs centaines de kilomètres de là, et qui s'occupe chaque année de à peu près 50 nouvelles bénéficiaires, qui leur propose un cycle de 3 ans. Alors, ce cycle de 3 ans a pour objectif tout simplement de les sortir de la prostitution. Et c'est un cycle qui est conçu d'une manière vraiment très intelligente. C'est-à-dire, la première année, il s'agit de les rescolariser un petit peu, de leur proposer de venir tous les jours au centre pour suivre des cours sur la santé, des cours d'alphabétisation, des cours de culture générale, etc. Si elles sont assidues, la deuxième année, l'ONG leur trouve un stage en entreprise. Alors, ce sont des entreprises modestes. Il s'agit de couture, il s'agit d'électricité, de carrosserie, de coiffure, de pâtisserie, grosso modo. Voilà, c'est-à-dire en mélangeant des métiers que l'on disait masculins et des métiers féminins. Et en fait, les jeunes filles qui se retrouvent en carrosserie ou en électricité sont très contentes et leurs maîtres de stage sont très contents d'elles aussi. Et si elles sont assidues, si elles ne manquent aucune journée tout au long de l'année au cours de ce stage, l'ONG travaille ensuite avec elles pour la 3e année à bâtir un projet personnel. Donc, par exemple, celle qui a fait un stage en pâtisserie, on essaie de définir avec elle quelle pourrait être sa clientèle. Et si on voit qu'elle a la tête bien sur les épaules et qu'elle a bien réfléchi à cette question-là, l'ONG lui achète un petit four qu'elle emporte chez elle et elle a la possibilité de devenir autonome et de ne plus avoir besoin de la prostitution pour survivre ou pour élever son enfant. Le taux de réussite de cette ONG est très élevé, à peu près 70%.
75% de réussite. C'est-à-dire 75% des filles chaque année sortent définitivement de la prostitution. Donc c'est vraiment un cycle qui fonctionne vraiment très très bien. Et quand on m'a proposé en fait de revenir au Congo pour travailler avec ces gens-là, dans un premier temps, il s'agissait juste d'un voyage d'un mois. Et de proposer un atelier d'écriture à ces très jeunes femmes pour les aider à parler d'elles-mêmes, pour les aider à parler de ce qui leur est. Vous anticipez effectivement ma question en me disant pourquoi l'écriture. Voilà, super. Je vous laisse. D'accord. En fait, il y avait cette idée qu'à partir du moment où elles arrivaient à parler de leur propre histoire, elles sortaient un petit peu de la honte d'avoir vécu ça. Elles réussissaient à devenir, par le langage, par le témoignage, à devenir un peu actrices de leur propre histoire, plutôt que de simplement subir ce qui leur est arrivé. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, effectivement, certaines sont orphelines, donc elles ont vu leurs parents décéder, et donc c'est quelque chose qu'elles ont subi. D'autres ont été victimes d'agressions, des fois dans le cadre familial, et ces agressions, c'est encore quelque chose que l'on subit. Et puis enfin, certaines ont été abandonnées, rejetées par leur famille, et c'est encore une autre façon de subir comme ça une violence sur le plan affectif qui est totale, qui détruit énormément de choses en elles, la confiance, l'estime de soi, etc. Et donc, il y a cette idée que dans l'écriture, à partir du moment où elles arrivent à raconter la blessure que ça a été pour elles, eh ben, peut-être elles arrivent aussi à s'en détacher un petit peu de cette blessure-là. Elles arrivent un peu à la mettre à distance. Et peut-être arriver à basculer dans l'âge adulte en se sentant un peu moins plombées, un peu moins abîmées, et en se sentant peut-être un peu plus capable de s'inventer un futur. Alors, vous avez donc passé du temps avec elles, vu comment a pu s'instaurer la confiance, comment elles se sont, voilà, comment elles ont fait pour carrément s'ouvrir à vous, parce que quand même, elles vous racontaient leur déboires, oui. Enfin, mais même des drames, elles arrivaient. Des drames, bien sûr, des drames, des choses infiniment blessantes. Alors, vous savez, quand on arrive là-bas, c'est ce que j'ai compris tout de suite et c'est ce que j'avais un petit peu anticipé, il faut vraiment être très, très modeste, il faut être très humble. Il ne faut pas imaginer qu'au bout de 2-3 jours, les filles vont accepter de vous parler. D'autant que moi, je suis blanc, je viens d'un pays occidental, j'ai un confort de vie. Bref, tout me sépare de ces jeunes femmes-là qui vivent dans une misère totale, qui ont subi des choses épouvantables, etc. Donc, je ne peux pas imaginer du jour au lendemain qu'elles vont me faire confiance, ça n'est pas possible. Il faut que cette confiance, je la gagne. Il faut que je leur prouve que je vais les écouter d'une manière sincère, douce, bienveillante. Et ça peut être qu'au fil des jours. Oui, voilà, il faut du temps. C'est ça, sans jugement aussi, je crois. Non? Sans jugement, voilà. Et ça, c'est très compliqué qu'elles comprennent que je ne vais pas les juger. Donc, il faut accepter de passer beaucoup, beaucoup de temps avec elles. Et donc, je me disais même que pendant le premier séjour, peut-être que les 2 premières semaines, il ne se passerait pas grand-chose. Je me disais, voilà, je serai au milieu d'elles, je passerai mes journées avec elles, je mangerai les mêmes repas qu'elles, je blaguerai avec elles, je jouerai avec leurs enfants, et puis je leur expliquerai ma présence, je leur dirai pourquoi je suis là. En fait, ça a été un petit peu plus rapide que ça, la confiance. Pourquoi ? Parce que j'ai été introduit par les gens de cette ONG, j'ai été introduit par les formateurs de l'ONG, et ces jeunes femmes savent tout ce qu'elles doivent à ces équipes. Elles ont d'expérience, elles ont compris que ces gens étaient des belles personnes qui étaient vraiment là pour venir à leur secours. Et donc, d'une certaine manière, la confiance qu'elles font à ces équipes-là rejaillissait un petit peu sur moi. Mais je pense aussi, et ça je le sais d'expérience, c'est que quand je suis revenu une 2e fois au bout de 6 mois, les filles m'ont vu revenir. Et là, tout d'un coup, ça a marqué une grande différence entre certains visiteurs et moi. C'est-à-dire que me voir revenir, ça voulait vraiment dire que je m'intéressais sérieusement à elles et que donc, effectivement, elles pouvaient me parler. Et là, au cours des 2e, 3e et 4e séjours, j'ai vu les filles les plus timides venir à moi et décider de me parler. Et donc, c'est-à-dire que celles qui étaient les plus farouches, au fil du temps, ont fini par comprendre qu'elles pouvaient me faire confiance et que mon écoute était une écoute douce. D'accord. Alors, en plus de ce livre, l'âge de la première passe, vous avez donc écrit Faire la vie. Alors, la première question déjà, pourquoi avez-vous décidé d'immortaliser ces moments? Parce que tout est là-dedans. Voilà, c'est un livre de photographie. Et effectivement, ça c'est mon tropisme personnel, c'est-à-dire que je fais beaucoup, beaucoup de photos. C'est une grande passion pour moi, à côté de la littérature. Et je fais beaucoup de photos aussi pour me souvenir, un peu comme de la prise de notes dans un carnet.
Mais au bout d'un certain temps, j'ai compris que les filles acceptaient que je les prenne en photo. C'est-à-dire, elles me donnaient explicitement l'autorisation de les photographier. Donc, je documentais mon séjour, quoi. Mais c'était vraiment que pour moi. Et puis, il s'est passé quelque chose qui relève un tout petit peu de l'ordre du miracle dans les relations humaines. C'est-à-dire que le dernier jour de mon dernier séjour, au bout de 4 séjours qui étaient des séjours longs à chaque fois, 3 filles sont venues me trouver dans la cour en me disant « On voudrait que tu nous prennes en photo ». Alors là, c'était différent. Ça n'était plus des photos que je faisais tout seul, comme ça, en les photographiant dans la cour, mais c'était vraiment elles qui venaient poser pour moi. Et puis, toutes les autres filles dans la cour nous ont vu faire ça et elles ont toutes demandé à être photographiées le même jour. Et donc, c'est une séance qui a dû durer 2-3 heures. Elles se sont toutes succédées sur le même pan de mur blanc et je les ai toutes photographiées comme ça. Et en fait, plus les minutes passaient, les heures, plus je comprenais que, alors qu'on avait juste un fond blanc tout simple, je comprenais que chacune de ces images, alors, je ne veux pas m'envoyer des roses, mais que chacune de ces images était vraiment très belle. Je le sentais, je voyais bien qu'elle me donnait quelque chose. Et en fait, vous savez, je crois qu'elle me donnait 2 choses. D'abord, c'était une façon de me dire au revoir. Je pense que c'était une sorte de petit cadeau d'adieu. Ensuite, je pense que c'était une trace de la confiance qu'elle pouvait me faire. C'est-à-dire qu'elle savait que mon regard serait un regard bienveillant, non pas un regard, par exemple, chargé de désir, c'est-à-dire le regard de tous les hommes qu'elles croisent le reste du temps. Elles avaient compris que mon regard était d'un autre ordre. Et puis aussi, je les photographiais sur un mur blanc. Et en fait, au fil des heures, j'ai fini par comprendre que ce mur blanc, c'était un peu la page blanche de leur avenir, quoi. Que c'était tout d'un coup, on ne s'occupait plus de leur passé, de ce qu'elles avaient pu faire avant et de ce qu'elles avaient pu subir avant. Mais tout d'un coup, c'était un mur blanc et il leur appartenait tout d'un coup de transformer ce mur blanc en une nouvelle partie de leur histoire, quoi. Et donc, je crois qu'il y a une intensité dans ces photos, qu'il y a une douceur dans ces photos qui méritait peut-être de les publier. Oui. Ça, c'est mon avis personnel, mais les personnes qui regardent, qui ont eu l'occasion de regarder, en fait, les photos sont tellement belles que si on n'a pas le contexte, vous voyez, si on ne lit pas le livre, on aura du mal à penser dans quel contexte vous avez pris ces photos, en fait, à deviner. Bien sûr. Parce qu'elles sont tellement belles, les filles sont souriantes. Voilà. D'ailleurs, à un moment dans le livre, vous le dites, qu'en observant ces filles, vous constatez quand même que la joie n'est pas l'insouciance. Hein? Elles sont joyeuses, en fait, ces filles, que malgré tous les drames par lesquels elles sont passées, elles se tiennent droites. Vous voyez? Ou alors, par rapport aux histoires qu'elles vous racontent, vous dites, elles se tiennent droites alors qu'elles viennent de raconter l'horreur. Oui, là, en disant ça, vous mettez exactement le doigt sur ce qui, moi, m'importait le plus dans ces 2 livres-là, c'est-à-dire d'écrire sincèrement ce qui leur est arrivé, décrire leur misère, la misère épouvantable du Congo, décrire aussi la misère d'une société ultra violente où justement les plus jeunes sont souvent les plus sacrifiés. Donc je voulais décrire sincèrement ça, mais je ne voulais pas passer aussi à côté de tous les moments où j'ai vu ces jeunes femmes être encore capables de s'amuser, être encore capables d'être joyeuses et surtout à certains moments même d'être malicieuses, drôles, incisives. Pourquoi? Parce que si je n'avais décrit que leur misère, si je n'avais décrit que les douleurs qu'elles ont à subir, je les aurais enfermées dans un statut de victime. Et ce qui me semblait très très important par honnêteté littéraire, c'était justement de montrer que même quand on est victime de choses effroyables, eh ben, il y a peut-être encore des moments de place pour la vitalité. Et que ces jeunes femmes-là, elles m'ont montré plus d'une fois qu'il y avait encore elles avaient encore cette vitalité-là. Elles avaient encore le désir de s'amuser. Il y avait encore l'idée que peut-être elles pourraient à un moment ou à un autre s'en sortir, que peut-être à un moment ou à un autre, elle pourrait tomber sur un homme moins violent que les autres, etc. Et donc, je voulais à tout prix décrire ça. Je voulais décrire les deux choses. Souvent, dans la littérature, on passe à côté de quelque chose si on enferme les gens dans une identité précise. Si vous dites telle personne est gentille ou telle personne est généreuse ou telle autre est absolument insupportable, obligatoirement, on caricature la situation parce qu'on est tous faits de plein de facettes et de plein de moments différents. Et donc, j'avais ça, c'était très important pour moi de ne pas les enfermer dans ce statut de victime, alors qu'elles sont victimes à un point effroyable. Oui, oui. Alors, l'expression « faire la vie », elle paraît banale, mais apparemment, au Congo, donc à Brazzaville ou la deuxième ville, voilà, Pointe-Noire, ça a eu un sens particulier. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Oui, j'ai été très surpris parce que les premiers jours, quand j'entendais cette expression, je la pensais moi aussi anodine, alors qu'en fait, effectivement, ça veut tout simplement dire se prostituer.
Ça ne veut pas du tout dire comme en français l'expression faire la fête. Voilà. Et en fait, non, pas du tout. C'est se prostituer. Alors, dans la tête de ces jeunes femmes, le soir, aller dans les bars et dans les lieux de prostitution est encore pour elles associé à l'idée de fête. Les choses sont un peu mélangées dans leur tête. C'est-à-dire qu'elles vont entendre de la musique, elles vont danser, elles vont pouvoir boire des bières. C'est encore associé à quelque chose de joyeux, alors qu'elles savent par ailleurs qu'elles risquent de tomber sur des hommes très violents. Et donc, résultat, faire la vie, effectivement, on peut comprendre que ça sonne encore un tout petit peu comme faire la fête dans leur tête. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Cette expression faire la vie n'existe quasiment pas du tout en français de France, alors que là, au Congo, c'est une expression courante. Alors, en plus de tous ces problèmes déjà qu'elles ont, abandon, prostitution, elles ont du mal à s'en sortir. Alors, il y a un autre problème quand même dont vous faites état, c'est les croyances qu'elles ont, les croyances maléfiques. Il y en a qu'on traite de sorcières, il y a tout ça. En fait, comme vous dites, la magie, les esprits, les sorciers, les sirènes, c'est encore très, très, très présent dans la façon dont elles pensent. Oui. Ça fait partie de la philosophie de leur vie. Exactement. Et plus largement, pas simplement du Congo, mais de toute l'Afrique centrale, voilà, les questions de magie sont omniprésentes. Et vous savez, c'est assez fascinant parce que ces questions-là sont présentes d'une manière qui est très étrange pour nous. Pourquoi? Parce que en même temps, ils y croient dur comme fer. Donc, ils croient dur comme fer aux explications magiques, à la sorcellerie, etc. Et en même temps, ils n'y croient pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, ils savent très bien que quand un homme politique, pour se dédouaner, invoque un cas de sorcellerie, ils savent très bien que l'homme politique est en train de mentir. Donc, à certains moments, ils sont très lucides, ils savent très bien qu'on ne peut pas inventer comme ça, expliquer les choses par la sorcellerie ou par la magie, et de l'autre côté, ils y croient absolument. C'est très, très étrange, la possibilité dans la même tête d'y croire et de ne pas y croire du tout. Mais le fait est que dans le quotidien des gens, ces explications-là sont permanentes. Et donc, par exemple, il est fréquent, quand vous vous promenez dans les quartiers, il est fréquent de voir des feux d'ordures. Et ces feux d'ordures, c'est à la fois pour brûler les ordures, mais c'est aussi pour éloigner les mauvais esprits, par exemple. Et donc, les filles, par exemple, quand elles sont victimes de choses épouvantables, très souvent pensent qu'il ne s'agit pas d'individus humains normaux, mais pensent qu'au contraire, ce sont des démons qui ont pris à un moment un corps humain, une apparence humaine, pour venir leur manger leur âme. Il y en a plus d'une qui m'a expliqué certains de leurs déboires de cette manière-là. Alors, vous savez, c'est très étrange pour vous, pour moi, d'être confronté à ce genre d'explication parce que spontanément, on n'y croit pas. Et en même temps, il est là l'effort à produire un petit peu si on veut vraiment aller à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire de se dire, OK, je trouve ça saugrenu, je trouve ça un peu bizarre, un peu exotique, mais je vais essayer de faire confiance à cette lecture-là du monde, à cette lecture-là de la vie. Pourquoi est-ce que ma lecture à moi, plus rationaliste, serait plus pertinente ou plus vraie? C'est pas si évident que ça. Peut-être que nous passons à côté de certaines dimensions de la vie quand on refuse les explications magiques. Moi, j'ai vécu avec mes grands-parents qui sont morts assez âgés et qui, eux, pensaient assez facilement à ce genre d'explications. Donc, je me disais, tiens, c'est étrange parce qu'entre mes grands-parents qui vivaient à Paris et puis ces jeunes femmes-là, en fait, il y a une sorte de communion de pensée. Donc, je les écoutais toujours me parler de sorcellerie et de magie en étant, là encore, en faisant preuve d'humilité, parce que je ne peux pas prétendre être plus intelligent qu'elle ou mieux savoir qu'elle comment se jouent les choses dans la rue, quoi. Peut-être est-ce elles qui ont raison. Et puis le mysticisme, c'est un peu partout, on va dire, c'est pas que l'Afrique, en Russie. Exactement. Vous donnez même un exemple du Comore, voilà, donc c'est le mysticisme ou la magie, en général, on va dire c'est universel, c'est un peu partout. Oui, tout à fait. Exactement. Et des fois, c'est un rapport aux choses qui peut être un rapport sur le plan poétique magnifique. Par exemple, certaines des jeunes filles au Congo me racontaient comment elles étaient visitées la nuit par leur mari de nuit, leur mari cosmique. Voilà, les maris de nuit, oui. Eh ben, en fait, on peut trouver ça bizarre et en même temps, on peut trouver ça aussi magnifique comme type de récit. On peut se dire, mais il y a une beauté là-dedans parce que tout d'un coup, on est rattaché à un cosmos, on est rattaché à la nature et peut-être que cette façon-là de lire la réalité est beaucoup plus belle que notre façon à nous. Alors, vous faites part des contradictions aussi qu'il y a, que vous avez constatées au sein de la société. Parallèlement, ces personnes, il n'y a pas que les jeunes filles en général en Afrique, ces personnes qui se plaignent de maris de nuit ou de femmes de nuit, tout ça. On trouve aussi des églises, il y a plein d'églises, les églises pilules et qui proposent des formules magiques. Vous avez vu dans le livre, oui. Plusieurs, mais
Oui, oui, c'est très troublant. Il y a beaucoup, effectivement, d'églises qui se créent. Et qui sont des fois juste créées par des charlatans, mais c'est très compliqué de faire la part des choses entre un culte raisonnable et puis une église qui sera occupée par des charlatans. En fait, tout ça tient beaucoup, je pense, à la misère du Congo et à la misère d'autres pays autour, c'est-à-dire que si les gens étaient moins dans une situation d'extrême détresse affective et matérielle, peut-être se tourneraient-ils moins vers le premier charlatan qui leur promet monts et merveilles. Et donc ça pose vraiment la question économique, la question du pillage de l'Afrique encore aujourd'hui par les puissances occidentales. Et j'essaye de le dire un petit peu dans le livre, c'est-à-dire que la France notamment, mais d'autres pays aussi, et puis évidemment depuis une vingtaine d'années, la Chine, la Turquie, continuent de surexploiter les richesses de l'Afrique et la population justement de tous ces pays-là reste dans une misère noire. Malheureusement, malheureusement. Alors, il y a une autre contradiction qui m'a, mais vraiment, j'ai rigolé. Le livre, il est vraiment tellement bien écrit. On le lit très, très vite. Et mais super, vraiment super bien écrit. Merci. Racontez-nous un peu l'épisode de la jeune fille, ça fait partie des contradictions aussi, hein, vous en parlez dans le livre. Cette jeune fille qui se fait violenter par son petit ami. Et vous arrivez, vous, au centre, vous apprenez par un des collègues qu'il y a une jeune fille qui va arriver parce qu'elle s'est fait violenter et qu'elle est vraiment en mauvais état, tout ça. Et vous, dans votre tête, l'Européen, elle s'est fait tabasser par son machin, mais elle est dans un état. Alors c'est marrant comme vous enfin, moi, ça m'a vraiment… Donc, alors, dites-nous un petit peu parce que vous ne vous y attendez pas, vous la voyez arriver, cette copine qui commence à se moquer d'elle. Oui, c'était une scène vraiment étonnante. Ouais. Oui. Ouais, j'ai été pris complètement à contre-pied ce jour-là. C'est-à-dire qu'on m'a prévenu le matin que voilà, une des jeunes femmes avec laquelle j'avais déjà travaillé a eu des problèmes dans la nuit, que son compagnon l'a tapé. Et toutes les autres jeunes filles étaient déjà prévenues par la rumeur publique que voilà qu'elle était un peu défigurée. Et elle a été la dernière à arriver vers 9h30 et effectivement, elle avait une sorte de petit voile qui lui couvrait une partie du visage. Et elle a voulu traverser la petite cour, mais toutes les autres filles lui sont tombées dessus. Et moi, je pensais que cet élan vers elle, c'était pour la consoler, c'était pour lui donner des marques d'affection, Et en fait, pas du tout. C'était pour se moquer d'elle, c'était pour essayer de lui enlever son voile, pour essayer de faire semblant de la prendre en photo avec l'œil tout abîmé, etc. Et donc, j'ai vraiment été très surpris, ahuri, et puis presque choqué par moi ce que je voyais comme une trace de méchanceté. Mais comme j'ai vu que les formateurs ne bougeaient pas, je me suis dit intérieurement, ne bouge pas parce que c'est pas à toi d'intervenir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'échappe dans cette scène. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en mesure de comprendre. Donc j'ai laissé faire. Et puis quand même, ensuite, dans l'après-midi, je suis retourné vers les jeunes filles et je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous l'avez accueillie comme ça, Indora? C'est dur de l'avoir accueillie comme ça. Pourquoi ne pas l'avoir consolée ou autre? Et en fait, la première réponse qu'elles m'ont toutes faite, ça a été de dire, si nous la consolons, ça va l'accabler encore plus. En fait, on a besoin, comme ça, de faire semblant de se moquer. On a besoin de faire semblant de la houspiller, pour essayer de la convaincre que ça n'est pas grave ce qui lui est arrivé, pour essayer de faire qu'elle reste avec nous plutôt que de sombrer intérieurement. Et ça, j'ai été très, très surpris parce qu'en fait, ça montrait qu'elles avaient été au contraire très attentives à ce qui lui était arrivé et qu'elles savaient exactement… Pardon. Le choc culturel. Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas capable de comprendre mieux qu'elle ce qui leur arrive. Et il n'y a que elle pour avoir cette espèce d'expertise. Et donc, je dois mettre en veilleuse ce que je pense ou ce que je crois, parce que si ça se trouve, ma réaction n'aurait pas été la meilleure. Et effectivement, ce jour-là, elle n'aurait pas été la meilleure. Et donc, il y avait une espèce, sous les moqueries, il y avait une espèce de douceur qui s'exprimait. C'est-à-dire, on fait attention à toi. Oui, on veut que tu restes avec nous. On ne veut pas que tu sombres. On ne veut pas que tu pleures toute la journée. On veut que tu restes avec nous. Et donc voilà, il faut apprendre, quand on est dans un autre contexte culturel, il faut apprendre à voir la douceur sous la dureté. Et puis la dérision, quelque part, ça sert aussi. Elles s'en servent. Exactement. Elles s'en servent, voilà, pour aller au quotidien. Ah là là. Exactement. Le temps file, il y a tellement de choses intéressantes. À toutes les personnes qui nous regardent, je vous assure, il est vraiment à lire parce que ça ouvre les yeux quand même. Je suppose que depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que des choses se sont passées ou c'est l'indifférence comme
comme d'habitude, si je peux dire. Oui. Alors, pour les filles elles-mêmes, je ne suis pas certain que l'existence de ce livre change beaucoup de choses. En revanche, je sais que pour cette ONG, ça leur a donné la possibilité, voilà, de montrer très clairement le travail qu'ils faisaient en direction de ces jeunes femmes-là. Et donc, le travail leur sert à essayer de convaincre justement des tutelles, à essayer de convaincre des donateurs de continuer à financer ce programme-là. Donc, l'ONG, pour le coup, s'est saisie de ce livre pour mieux faire connaître son travail. Mais donc, pour les filles, au quotidien, malheureusement, l'impact du livre, disons, est nul. En revanche, vous savez, on parle beaucoup depuis, disons, une quarantaine d'années peut-être, et encore plus précisément depuis une vingtaine d'années, on parle beaucoup de tout le mouvement décolonial. Et d'une certaine manière, en écrivant ce livre, j'apportais ma pierre à ce mouvement-là. C'est-à-dire que ce que j'essayais de montrer, c'est comment un individu européen, français, de bonne volonté, une fois qu'il est là-bas, qu'est-ce que ça veut dire se décolonialiser l'esprit ou se décoloniser l'esprit comment faire pour considérer que ces jeunes femmes-là, par exemple, elles ont une intelligence de leur situation? Comment faire pour que je ne sois pas condescendant avec elles, pour que je ne les regarde pas de haut, pour que je ne pense pas avoir des solutions pour elles, etc. Et donc, en écrivant comme ça sur ces 5 séjours au Congo, j'avais le sentiment de faire ce travail-là, c'est-à-dire de montrer comment on peut tout d'un coup essayer de recréer un rapport d'égalité un petit peu entre la culture de ces pays-là et la culture occidentale. Oui, c'est réussi parce que en Merci. fait, c'est un essai. C'est un essai parce que sans parti pris, vous prenez le temps quand même, vous voyez, d'être des deux côtés. Voilà, c'est pas le Français qui arrive, il donne sa version, il trouve qu'il trouve. Non, c'est franchement un essai. Voilà. C'est vraiment un essai et c'est ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vous soulevez effectivement la plupart, si ce n'est presque tous ces problèmes qui existent par rapport au continent africain. Voilà, les préjugés qu'il y a, l'histoire même, l'histoire, parce que beaucoup, en général, ne connaissent pas tout. On ne sait pas pourquoi cette pauvreté jusqu'à présent. Quand on apprend, vous dites, c'est des jeunes filles qui sont nées dans les années 2000, donc à l'époque, c'était avec 15-16 ans, c'est ça? Pourquoi Oui. les jeunes filles se retrouvent dans la rue à se prostituer? Vous voyez, on se demande. C'est Oui. culturel, c'est pas culturel. Alors, non, pas du tout, pas du tout. Ah non, non, non. Voilà. C'est au contraire, c'est vraiment lié au mouvement de l'économie sur place. Et nous, en tant qu'Européens, on a notre responsabilité là-dedans, puisque des grandes entreprises européennes continuent d'utiliser les ressources de ces pays-là. Donc non, non, c'est pas du tout culturel. Ouais. C'est ça. Et vous en parlez. Vraiment, le livre est très intéressant. Pour moi, c'est un essai. C'est vraiment un essai. Essai, documentaire, appelons-le comme on peut, mais tout y est. Franchement, tout y est. On a l'impression de regarder un documentaire, vous voyez, avec tous les faits. Et là, en plus, vous accompagnez la photo avec le livre Faire la vie. C'est complet. D'ailleurs, vous soulevez le problème, vous parlez des problèmes des guerres, contrairement au Rwanda où il y a eu cette union nationale. À la fin, ils ont, voilà, pour essayer de faire la paix. Mais au Congo, après la guerre, il n'y a rien eu. Exactement. Rien eu. Et donc, il y a un climat de violence qui reste dans l'air et dont souffrent en premier les femmes et les jeunes femmes. Ouais. Les jeunes femmes, vraiment, c'est… Ah. Alors, maintenant, je vous demande votre avis. Vous êtes allé en Afrique, vous avez vu un petit peu. Après ce séjour, qu'en est-il? Moi, je veux savoir, par rapport à votre point de vue, qu'en est-il quand on parle d'universalisme? Je veux connaître votre point de vue. Oui, c'est très bien de terminer sur ça parce que effectivement, c'est ce que j'ai fini par comprendre au fil de mes séjours là-bas, c'est-à-dire que cette pensée universaliste qui s'est développée au XVIIIe siècle sur une base très généreuse, c'était l'idée que justement, il n'y avait pas d'individu inférieur, qu'il y avait une forme d'égalité des âmes et que donc ce que l'on faisait de mal à un individu à un endroit du globe, et ben en fait, il fallait arriver à comprendre que c'était aussi mal que si on le faisait sur le pas de notre porte. Donc au départ, il y a une idée qui est très généreuse. Mais cette pensée universaliste, elle a fini au fil des décennies, des siècles,
par développer des aspects très étranges et qui peuvent laisser un petit peu dubitatif. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de Indura qui s'est fait taper par son compagnon, eh ben, un coup de poing donné au Congo et un coup de poing donné ici n'aura pas exactement les mêmes conséquences. Et donc, la réaction que moi je devrais avoir si ma fille se fait taper ou si Indura se fait taper, ça ne peut pas être les mêmes solutions à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a un contexte culturel qu'on n'a pas le droit de mépriser, qu'on n'a pas le droit d'évacuer comme ça d'un revers de manche. Au contraire, les gens sont, quand on est dans un contexte culturel précis, ça fait un peu partie de notre peau. C'est ce qui constitue un petit peu notre âme, etc. Et donc, ce contexte culturel ne peut pas être balayé. On ne peut pas dire que quelque chose qui vaut comme solution à Paris va valoir aussi à Brazzaville. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, c'est apprendre, laisser de côté un petit peu la pensée universaliste pour essayer d'apprendre à mieux aller au contact des gens, à mieux comprendre leurs raisons, à mieux comprendre comment ils fonctionnent, à mieux comprendre dans quel environnement culturel ils sont. Par exemple, je raconte une scène je vais la raconter très rapidement. Une jeune femme qui avait 16-17 ans, mais qui était déjà maman d'une petite fille de 3 ans, m'expliquait qu'elle avait été abandonnée par sa maman à l'âge de 8 ans. Et un jour, je lui dis, parce que je la voyais triste, je lui demande si sa mère lui manque, si elle aimerait la revoir. Et elle me dit oui, mais, et elle me répond tout de suite, je n'ai pas l'argent ni pour le billet de train, ni pour les cadeaux. En France, si une Française me faisait cette réponse-là, je lui dirais tout de suite, sans aucune hésitation, trouve l'argent du billet de train, et laisse tomber l'histoire de cadeau, parce que le vrai cadeau que tu lui fais, c'est déjà de vouloir la revoir. Donc, tu n'as pas besoin de te mettre cet obstacle supplémentaire. Sauf que la jeune fille du Congo qui me dit ça, c'est elle qui sait mieux que moi si elle peut arriver devant sa mère sans cadeau ou pas. C'est elle qui sait mieux que moi la place des parents dans la culture de l'Afrique centrale et dans la culture congolaise, et que donc, même quand les parents sont mauvais ou méchants ou maltraitants, eh ben, tu dois continuer de les respecter. Donc moi, si je commence à lui dire « Oh, tu peux arriver sans cadeau », elle va se dire dans sa tête « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le blanc? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi ?» Donc, vous voyez, c'est là la limite de l'universalisme. C'est-à-dire que les conseils qui peuvent valoir à Paris ne vaudront pas à Brazzaville. On ne peut pas demander à ces jeunes filles-là, par exemple, d'exiger le même respect qu'en France, parce que de toute façon, l'individu n'a pas la même valeur au Congo. Par exemple, l'individu n'a pas la même valeur au Congo. Pourquoi? Parce que la mortalité reste très, très importante. Donc, par exemple, les gens sont habitués à ce que des enfants meurent, à ce que des adultes meurent. Je ne dis pas du tout que c'est bien. Je ne dis pas du tout que c'est une fatalité, hein, parce que là aussi, c'est lié à la misère. Mais c'est une réalité, par contre. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Et donc, l'individu n'a pas exactement la même valeur. Il n'a pas non plus la même valeur parce que tout le monde se pense environné par les esprits des anciens, etc., donc qui continuent de vivre parmi nous d'une autre manière, etc. Donc, tout ça, ça fait que on ne peut pas arriver avec notre mode de pensée occidental et vouloir à tout prix l'imposer partout. De vouloir à tout prix dire l'individu est une valeur sacrée, y compris dans des régions du monde où l'individu n'est pas une valeur sacrée. Et donc, il faut respecter ça, il faut comprendre ça, il faut comprendre que les gens pensent autrement, qu'ils pensent différemment, qu'ils ont un système de pensée qui est tout aussi riche que le nôtre, mais qui est très différent. Et donc, je voyager comme ça et rester longtemps sur place et au contact de gens qui vous apprennent au fur et à mesure comment ils vivent, comment ils pensent, c'est très, très riche parce que ça vous aide à sortir de vous, ça vous aide à sortir de vos réflexes justement universalistes, ça vous aide à penser que vous n'êtes pas le seul à avoir raison, ça vous aide à respecter mieux les autres et à mieux entendre ce qu'ils vous racontent. Oui, le respect, la tolérance. Exact, exact. Ben super. Alors, Monsieur Bertina, quels sont vos projets? Y a-t-il un livre en cours ou nouvellement sorti? Oui, alors donc il y a un livre là qui a été publié au mois d'octobre par le même éditeur, donc qui est aussi un récit documentaire sur donc des ouvriers français qui se battent pour garder leur usine depuis 2010. Mais ce livre, voilà, a été publié, puis il a rencontré un très beau succès en France, donc j'étais très content de ça. Là, pendant tout l'automne, il y a eu beaucoup d'articles. Et maintenant, je reviens à la fiction. J'ai commencé un nouveau roman et je suis très content de revenir à la fiction après ces 2 livres documentaires, parce que c'est vraiment pas le même type d'écriture et c'est d'autres formes de liberté, c'est une autre façon voilà, de vivre avec un texte pendant plusieurs années. Donc, je suis très heureux de revenir au roman maintenant. Ben, super, super. En tout cas, vraiment, merci. Merci aux personnes qui nous regardent. Vraiment, il est à lire. Il est à lire ce livre. Monsieur Bertina, vraiment, de façon très impartiale, en fait, vous avez le rôle d'un observateur dans ce livre, en fait. Vous observez, pas de jugement, voilà, pas de parti pris,
vous posez les faits tels quels. Et c'est ce qui est très, 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 très intéressant dans ce livre. Vraiment, merci. Merci à vous. Donc, Monsieur Arnaud Bertina, son livre « L'âge de la première passe ». Et puis, voilà, « Faire la vie accompagne ». Parce que dans « Faire la vie », voilà, vous avez les images. Tous ces portraits-là sont des portraits, moi, qui m'ont beaucoup touché parce qu'il y a je pense qu'on sent cette confiance. Oui, parce que vraiment, ces jeunes filles, elles ont le sourire, voilà. Hein. On a du mal à imaginer ce qu'il y a derrière si vous n'expliquez pas. Les images sont tellement bien faites, voilà. C'est des jeunes… Oui, ça, c'est la première de toute la série des images, c'est la première et elle est très belle, cette image. Voilà, Disco, Jésus, roi. C'est marrant, hein? Comme vous dites, des espèces de contradictions se battent. Disco, Jésus, roi. Voilà. Mais bon, c'est à voir, c'est à lire. Vraiment, vraiment, un grand merci, Monsieur Bertina. Mais merci à vous, merci pour votre accueil. C'est super, magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, on vous dit merci, à très bientôt, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Monsieur Bertina. Merci à vous, merci. Mesdames, messieurs, nous venons donc d'écouter cette intervention très pertinente de monsieur Arnaud Bertina, voilà, au sujet du drame là qui sévit au Congo, de jeunes filles qui se retrouvent dans la rue à faire de la prostitution pour survivre. C'est touchant, hein? Vraiment un récit touchant, touchant. Donc, quoi dire? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Juste que c'est vraiment désolant ce qui arrive à l'Afrique. C'est vraiment désolant. Qu'une jeunesse soit sacrifiée comme elle est. Des jeunes filles de 11, 12, 13, 14, 15 ans qui sont contraintes de faire de la prostitution pour survivre. C'est vraiment... Quand on sait les potentialités qu'il y a en Afrique, les richesses dont regorge l'Afrique, que des enfants se retrouvent à vivre, à subir ces drames, c'est... Je n'ai vraiment pas de mots. Mesdames et messieurs, voilà, vous pouvez nous laisser vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, quelles sont les solutions, on ne sait pas. L'âge de la première passe de monsieur Arnaud Bertina. Voilà. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.